fry as approaching. Stop, leave her alone. You can't have her yet. You must pile the gold, build it up high, and let me see a radiance gazing on me. Bonsoir, chers amis, bonsoir à tous les camarades, bonsoir à ceux qui attendent impatiemment la suite du ring, bonsoir à notre public, je dirais même ce soir de 7 à 77 ans, à la suite de cette animation, de ces extraits du ring en animation. Comme vous avez dû le voir sans doute sur notre page Facebook, je me suis permis de vous proposer quelques liens, mais c'est une partie infime des mises en scène qu'on trouve, ne serait-ce qu'en streaming, hein, je vais dire en ligne. Je ne parle même pas des publications écrites. Je crois l'avoir signalé dans ma petite note avec laquelle j'ai accompagné ces liens, où je rappelle que Wagner est quand même le personnage sur lequel on a écrit le plus de livres. Je ne vais même pas chercher les articles, rien que de livres, d'ouvrages juste après Jésus et avant Napoléon. Voilà, c'est pas une garantie tout ça, hein, je vais dire. Peut-être qu'il est spécialement doué pour qu'on parle de lui, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça ne veut pas dire, c'est pas parce qu'on on aurait écrit 1 million de livres sur lui, c'est pas la preuve qu'il est meilleur musicien que, que Mendelssohn, Schubert, Bach ou Mozart, ou John Coltrane ou Thelonious Monk. Voilà. Non, non. Mais enfin, ça fait réfléchir quand même. Il y a une fascination, vous devinez, avec tout ce qu'on voit là. Enfin, je vous dis tout de suite qu'il y a quelques points que je partage avec Nietzsche, vous voyez, parce que souvent, je le cite un peu plus souvent à charge qu'à décharge, et encore, c'est moins à charge contre lui que contre ceux qui se disent nietzschéens pendant la guerre froide et que Nietzsche aurait vomi, mais enfin, c'est un autre débat. Mais il y a un point que je partage avec lui, c'est qu'on peut discuter de Wagner tant qu'on veut, mais ce qui ne mérite pas une grande discussion et ce qui est détestable, c'est en moyenne les Wagnériens. Sale race, on dit Nietzsche. Voilà. Donc, mais si j'inclus dedans la masse de ceux auxquels Nietzsche fait allusion, de gens d'ailleurs qui écoutent assez peu Wagner, encore moins en intégrale, mais qui se repassent incessamment, toujours les mêmes saucissons. Saucisson est un terme de l'argot du jazz français, qui désigne en général des thèmes, des standards qu'on a tellement. Enfin bref, des saucissons classiques comme la chevauchée des Valkyries, la marche funèbre du crépuscule des dieux, l'ouverture de Tannhäuser. Il y en a qui écoutent que ça, un peu comme si quelqu'un de Michel-Ange ne connaissait que l'ongle du pouce du David. Vous voyez, en admettant même qu'il n'y aurait rien d'autre que le David dans l'œuvre de Michel-Ange, n'est-ce pas? Ça aurait la même proportion. Donc, mais il y a dans les wagnériens, si on donne une extension au thème, au sens de ceux qui apprécient et qui ont de l'admiration pour Wagner, il y a aussi bien des gens comme Lévi-Strauss. Je fais vraiment un grand écart entre ceux dont je viens de parler, Lévi-Strauss qui connaît admirablement et dans le détail, n'est-ce pas, Badiou aussi, hein, j'ai déjà signalé que Badiou a fait sans doute, justement, Badiou
a commis un de ces milliers de livres qu'on a écrits sur Wagner. Pardon pour l'anecdote, mais j'ai eu l'occasion de lui dire tout le bien que je pensais de son livre, tout à fait par hasard. J'étais avec notre camarade Jean Hermé dans un bus qui se rendait à la librairie Tropique, le 62, pour rien vous cacher, qui va vers le 14e. Et voilà qu'à l'avant-dernière station, je vois monter Badiou, qui vient s'asseoir en face de nous. Il ne connaît pas, c'est pas en face de nous. Et il n'allait pas à la librairie Tropique, c'était un pur hasard. Et je me penche simplement vers lui, ce qui était juste en face, et je lui dis tout le bien que je pense du petit bouquin qu'il a écrit sur Wagner. En général, on le félicite pour ses écrits sur Marx, sur Mao, sur la contradiction, sur le dialogue avec Zizek. Moi, je viens lui parler de Wagner. Et bon, bien sûr, il me dit c'est gentil tout ça. Et j'ajoute que je crois savoir, je lui ai dit que votre maman vous a amené à Bayreuth quand vous aviez 15 ans. Ça a du bon, l'éducation bourgeoise. Voilà, je me suis permis de faire ce petit joke avec. Oui, il écrit un excellent ouvrage, mais je reviens à Lévi-Strauss. Pourquoi? Parce que, phrase que j'ai déjà citée, mais il faut la répéter tout au long du ring. D'accord? Lévi-Strauss dit qu'il faut reconnaître en Wagner le père irrécusable de l'analyse structurale des mythes. Il ajoute même une petite note et même des contes et en note, voir les maîtres chanteurs de Nuremberg. C'est une autre histoire. Qui est, oh, je peux parler de mes goûts à moi, je ne suis pas là pour ça, mais s'il fallait garder qu'une seule œuvre de Wagner, c'est peut-être celle que je garderais. Voilà. Bref, mais enfin, ça change un peu toutes les semaines, ça. C'est un peu oiseux. Le père irrécusable de l'analyse structurale des mythes. Bon, je recommence par là parce que je vous rappelle que la référence au ring m'a été imposée par vous, pas, par notre public, en bonne partie, hein, par Philippe, que je salue, parce qu'en fait, je suis très content d'en parler, mais je ne l'aurais pas fait spontanément. Mais elle est censée venir illustrer une réflexion à laquelle je vous convie depuis cette rentrée de 2021 sur la possibilité de développer des sciences sociales humaines, bref, des sciences au sens où elles n'ont rien à envier en matière de rigueur et de logique aux sciences de la nature, sauf que ce n'est ni la même logique ni la même rigueur. Voilà, en gros. Hein. Alors, je ne sais pas si tout ça est oiseux ou inutile ou mais je rappelle que c'est le fil qu'il ne faut pas quitter. C'est en tout cas notre visée. Peut-être qu'elle aboutira à un échec. D'accord, je jette un coup de dé, si vous voulez. Et je me sers du ring comme un des modèles privilégiés qui me permet d'étayer cette scientificité des choses proprement humaines. Je vais y revenir, n'est-ce pas? J'oppose souvent, comme vous le savez. Je fais ce rappel pour pas qu'on perde le fil avec ce qu'on voyait juste avant le ring, n'est-ce pas? Pour mieux y revenir, vous allez voir. Je vous rappelle que une des manières pour moi, il ne faut pas tout réduire à une seule formule fondamentale pour des problèmes aussi complexes. Ce serait dogmatique et donc réducteur. Mais une des manières de faire un partage net entre les sciences de la nature, entre les sciences dures, on dit par les temps qui courent. Allez, on va être rigoureux. Les sciences dures, pour moi, c'est les sciences de la nature, je garde l'appellation, plus les mathématiques, qui ne sont pas une science de la nature. Essayez de faire des mathématiques sans la relation d'équivalence, vous m'en direz des nouvelles. Oui, l'égalité, c'est une forme, entre autres, de la relation d'équivalence. C'est une notion ensembliste, hein. Mais la notion d'équivalence est bien plus extensive que celle d'égalité. Pourquoi j'en parle? Parce que pour illustrer que ce n'est pas une science de la nature. Parce que quand on voit le rôle fondamental que l'égalité, l'équivalence en général, l'égalité en particulier joue dans les mathématiques, c'est le moment de rappeler que Leibniz promenait ses interlocuteurs ou ses auditeurs, ses auditrices,
c'était le mode où on faisait de la philosophie dans des parcs, en discutant et en marchant, disait à ses interlocuteurs: «Trouvez-moi dans le parc 2 feuilles égales, 2 feuilles identiques». C'est une formidable création humaine, le A égale A, le principe d'identité. Et ce qui est encore plus incroyable, c'est que l'homme demande à la nature de s'y plier. En mathématiques, on peut mesurer exactement 4 par 2, par exemple. Par contre, dès qu'on passe à la nature, fouzis, dès qu'on passe à la physique, aux mathématiques appliquées, à ce moment-là, si vous regardez bien, ou si vous vous souvenez de vos cours de physique, il y a toujours une erreur. La mesure purement numérique, hein, n'est jamais à l'abri, soit d'une erreur relative, mais ça, on peut faire mieux, mais jamais de ce qu'on appelle l'erreur absolue, n'est-ce pas? Car la mesure de la longueur d'une table, par exemple, supposerait que cette longueur ne varie pas pendant que je la mesure, ce qui est un présupposé idiot quand on voit que tout est en perpétuel mouvement, pantarei, pour citer Héraclite, n'est-ce pas? Que tout s'écoule et qu'aux deux extrémités de la table, il y a des électrons qui bougent, qui modifient cette distance d'une manière absolument infinitésimale et imperceptible pour nous. Et le menuisier a parfaitement raison d'être indifférent à ce genre de nuances. Voilà, mais qui peuvent s'avérer décisives et très importantes lorsqu'on fait des manips, n'est-ce pas, de très grande vitesse ou de très grande distance, de très petites échelles ou de très grandes. Voilà, je fais ce rappel uniquement pour donner une illustration, entre autres, que les mathématiques ne sont pas une science de la nature. Donc, je reviens à ma proposition terminologique. Je m'adresse aussi bien ici à mes amis scientifiques qu'aux autres. Est-ce qu'on peut se mettre d'accord au moins dans le langage courant, hein, qui a, comme je ne cesse de le répéter, qui a ses limites, ses lumières, ses zones d'ombre, ses ambiguïtés, ses plurivocités. Est-ce qu'on peut se mettre d'accord pour limiter un peu les occasions d'erreur dont cette plurivocité est la source, est-ce qu'on peut au moins se mettre d'accord sur cet énoncé tout simple? J'appelle sciences dures l'ensemble des sciences de la nature, qu'on appellera ailleurs les sciences appliquées, augmentées des mathématiques. Par exemple, donc, quand je dis, premièrement, Lévi-Strauss, citation, Wagner est le père irrécusable, c'est rare qu'il parle comme ça, Lévi-Strauss, hein, de l'analyse structurale des mythes et même des contes, voire les maîtres chanteurs. Eh bien, vous voyez, dans les extraits qu'on vient de voir, je me permets au passage je vais le faire rougir, mais de dire un immense bravo à Philippe Moreau, qui a préparé ce générique. Je ne sais pas comment il est arrivé. Moi, je n'ai envoyé que les liens des vidéos. Je ne suis pas assez bon navigateur. Oui, j'ai évité de dire surfeur, hein. Je ne suis pas assez bon navigateur pour entrer dans le détail, vous voyez. Mais non seulement Philippe est entré dans le détail pour votre bon usage du ring, mais en plus, il a fait ce montage extraordinaire du générique, n'est-ce pas, en faisant se télescoper, mais pas du tout chaotiquement, mais d'une manière très rigoureuse, plusieurs versions. Et en particulier, j'y reviens, vous voyez, celle où les géants amènent brutalement la pauvre Freya. Vous savez que ça vient du radical frei, qui veut dire libre, hein. C'est dans tous les pays germaniques. Il y en a un en Allemagne et en Suisse. Je pense au toponyme Fribourg. Freiburg, mot à mot. Freiburg, Freya. Freiburg, ville libre. En français, on dit ville franche. Il y en a encore plus chez nous, des villes franches, n'est-ce pas? Il y en a sur Saône, il y en a sur mer. Bon. Et même dans le Lauragais, où on fait d'excellents cassoulets. Et pas seulement. Freya, vous voyez, que la déesse de la beauté et de l'amour, et de l'éros, l'équivalent de la Vénus,
Parce que si Vénus n'était que la déesse de l'amour et du désir, on ne la représenterait pas comme une des plus belles créatures féminines qui soit. Donc, les deux sont, sont quand même liés, n'est-ce pas? Et ce, philosophiquement, dans le corpus des œuvres philosophiques écrites qui nous sont parvenues depuis le premier système écrit, à savoir celui de Platon, je rappelle que le banquet a pour sous-titre, n'est-ce pas, de l'amour. Or, c'est dans ce dialogue que Platon propose, comme nulle part ailleurs, en richesse de développement, sa définition du beau. Le banquet est dans le Phèdre, mais surtout dans le banquet, n'est-ce pas? Donc, que Freya soit là, oui, on commence à voir ce qui est structural, n'est-ce pas? Dès qu'on traite de l'amour, de l'éros, il va être question de la beauté. Je n'ai pas dit que l'un implique l'autre, que l'un est la cause de l'autre, c'est trop grossier tout ça, n'est-ce pas? Je dis qu'il y a au moins, allez, puisque j'emprunte aux mathématiques, mais là plutôt métaphoriquement, parce que ce sont des notions rigoureuses avec lesquelles il ne faut pas trop jongler, il y a au moins une intersection. Dans l'ensemble des discours qui parlent de la beauté et l'ensemble des discours qui parlent de l'amour, il y a comme une intersection. Pourquoi j'en parle de cet exemple-là? Pourquoi je fais allusion dans tout le montage qu'a préparé Philippe au passage où la pauvre Freya est amenée par ces deux brutes? J'imagine le sadisme du dessinateur, n'est-ce pas, qui a dû se régaler à mettre, j'allais dire la frêle, elle est pas si frêle, elle est bien en chair, n'est-ce pas? Elle a peut-être même plus de muscles que moi, hein? Bon, mais enfin, elle est gracieuse. La gracieuse Freya, n'est-ce pas, amenée par ces deux gigantesques brutes, vous remarquerez qu'à ce moment-là, les géants demandent aux dieux d'entasser l'or. L'accumulation de l'or. Attendez, on est dans Strauss, on est dans Marx, là. L'accumulation du capital. La dernière fois, on a vu l'accumulation primitive. Enfin, on en a eu une vague idée. C'était terrifiant la manière dont le sadisme avec lequel Albéric fouettait Mime, n'est-ce pas? C'était terrifiant, le hurlement des Nibelungen, n'est-ce pas? Terrifié par le labeur, par la peine physique, mais aussi par la terreur suscitée dans l'usine, dans la factory, dans la Nibelheim. Je vous rappelle que ça vient d'un radical qu'on retrouve en français dans Nébuleux, par exemple, n'est-ce pas? Or, Marx dit il cite dans les notes au Capital qui sont d'une richesse empirique extraordinaire. J'ai dit empirique parce que c'est là qu'il cite des rapports d'inspecteurs du travail anglais, c'est pas de la propagande ou de la. Où il parle d'un atelier qui est à Stoke-on-Trent, je crois, hein, à l'ouest de Londres, hein, où il y a tellement de poussière, vous voyez, nébuleux, qui vole, parce qu'on on pourrait croire que tout ça, mais quand même, que les travailleurs se voient à peine à 1 ou 2 mètres, ils se perdent de vue, n'est-ce pas? Et ils respirent cet air vicié. Et à ce moment-là, personne parlait de pollution. Personne parle de pollution dans les mines de Latonie déjà 5 siècles avant Jésus-Christ en Grèce. Qu'est-ce qu'on va parler? C'est seulement depuis que le haut de gamme des classes sociales et leurs résidences secondaires commencent à être attaquées par la pollution que l'on parle de pollution. C'est depuis que sur ma plage, je sais pas, je vois tout d'un coup des fois des taches de goudron ou des trucs en plastique. C'est terrible. Enfin, c'était bien plus terrible que ça à l'époque où on n'en parlait pas. Voilà. Donc, on accumule l'or devant Freya, je reprends mon fil pour illustrer ce que veut dire structural dans tout ça. Je ne retiens pas du tout ce qu'on dit structuralisme, mais au contraire, pour arriver à la rigueur dont je dis qu'il y a une rigueur. Il doit y avoir une rigueur dans les sciences de l'histoire, parce que je ne dirais plus les sciences humaines ou les sciences sociales maintenant,
que ce soit bien clair, dans les sciences de l'histoire ou les disciplines de la science historique, c'est les diverses disciplines de la science historique, il y a une rigueur qui n'a rien à envier, je vais jusque-là, n'est-ce pas, à celle des sciences dures, cette fois mathématiques incluses, mais qui est d'un tout autre ordre. Et pour l'illustrer, je rappelle, après cette longue parenthèse, et gardez bien l'image de Freya et des géants, je n'ai pas fini de l'exploiter, euh, que une des manières les moins réductrices de partager le domaine des sciences dures et celui des sciences de l'histoire, c'est que dans les premières, mais ça c'est une proposition que je propose, hein, excusez-moi, pardon de ce pléonasme, je veux dire, dont je prends la responsabilité, donc vérifier, étayer, illustrer ou infirmer, hein, si vous avez l'occasion. C'est que le domaine des sciences de la nature en particulier est régi par un couple matriciel que celui de la cause et de l'effet, en gros. Voilà. Je précise, n'est-ce pas, pour ceux qui sont peu cultivés, donc qui réagissent très vite, n'est-ce pas? Et parce qu'ils ils sont profs de physique quelque part, ils se croient à la hauteur d'un prix Nobel, n'est-ce pas? J'ai rien contre les profs de physique, attention. J'en ai dans mes meilleurs amis, et heureusement que je les ai parce qu'ils m'empêchent de dire bien des bêtises souvent. Oui, il y en a qui me diraient bah, non, c'est dépassé, ça, le déterminisme, la cause et l'effet, c'est la vieille physique, tu n'y es pas. Bon, vous voyez, il y a toujours cette, cette tendance qui n'a rien de scientifique, mais que Gluskar a définie comme mondaine, de ringardiser. Le problème n'est plus d'être progressiste ou conservateur, mais d'être ringard ou branché. Et j'en profite pour vous refiler un de mes adages favoris. Je préfère, n'est-ce pas, un progressiste ringard à un réactionnaire branché, d'un point de vue. J'y reviens. La cause et l'effet. Je précise à l'encontre de celui qui commençait à froncer les sourcils parce qu'il est pressé et qu'il a peu lu en dehors des ouvrages de vulgarisation, que cette causalité peut être soit mécanique, pour prendre un terme général, soit statistique, bien sûr. Bien sûr, on peut dire que l'électron n'est pas dans un lieu bien déterminé, voire les relations de certitude par exemple, mais qu'il est entre là et là. Et la précision qu'on obtient avec ce déterminisme statistique va bien plus loin que la vieille précision des mathématiques et ou de la physique antérieure aux grandes avancées de la fin du 19e et du début du 20e siècle. Voilà. Donc, la cause et l'effet, hein, étant bien entendu enrichi par la nuance que je viens de faire. Alors que dans les sciences de l'histoire, c'est le couple du sens et du signe. Ce que la cause est à l'effet, c'est ce que le sens est au signe. Mais attention, attention, parce que je viens de faire quelque chose qui n'est pas très rigoureux, sauf en mathématiques. Je viens de faire un analogone, une analogie, si vous voulez. Pourquoi je le dis en grec? Pour rappeler qu'il a le sens courant et qu'il a un sens scientifique. Dans le sens courant, il faut s'en méfier. L'analogie, c'est souvent, on fait comme ça apparemment des comparaisons qui ont l'air intelligentes, subtiles, etc. Et en fait, on ne fait que des amalgames. Par contre, il y a une définition très précise de l'analogone, c'est que la somme des extrêmes est égale à celle des moyens dans la théorie des proportions. Théorie des proportions développée pour la première fois par Eudoxe dans l'Antiquité grecque et qui est dans l'Antiquité grecque, hein, parce que plus on prend, plus on se défie de notre européocentrisme, plus on s'aperçoit qu'il y avait des avancées, même avant les Grecs, dans le domaine aussi bien des mathématiques que de l'astronomie, n'est-ce pas, dans le Moyen-Orient, le Proche-Orient, dans la Chine, dans l'Iran, enfin bon, peu importe. Mais oui, Eudoxe a développé la théorie des proportions, ce qu'on appelle les fractions, si vous préférez. Enfin, excusez-moi, dans les rapports,
Une proportion, c'est l'égalité de deux rapports. A sur B égale C sur D. Bon, ben, pas besoin d'être un grand clerc, n'est-ce pas? N'importe qui a des souvenirs de ses cours du secondaire sait que, n'est-ce pas, AD égale BC. Le produit des extrêmes est égal au produit des moyens. Alors, quelle analogie je faisais? C'est pour ça qu'il faut bien regarder de près, parce que ça n'a pas la rigueur de ce que je viens de dire, nécessairement. À savoir que ce que la cause est à l'effet, voilà ce que le sens est au signe. Mais il y a d'énormes différences. Premièrement, c'est le rapport au temps. La cause est antérieure à l'effet. Il y a d'abord la cause et après l'effet. D'accord? Je jette un cri de stupeur admirative devant la splendeur du décor des Alpes en hiver, et voilà que je déclenche une avalanche. Une avalanche, n'est-ce pas? C'est un jeu impersonnel, je ne me permettrai pas. N'est-ce pas? Il y a des endroits où on sait bien qu'il ne faut pas faire de bruit, et des endroits qui se prêtent plus aux avalanches qu'aux autres, et certains lieux, certaines années, et certains moments de l'année, avec la poudreuse. Voilà, la cause est avant l'effet. Alors que le signe est immanent au sens. Pardon, j'ai l'air de m'éloigner du ring, mais nous sommes en cours de philosophie, en cours. On essaye de s'initier à la philosophie. Or là, je suis en train de rappeler une distinction fondamentale chez quelqu'un comme Spinoza, par exemple. C'est la différence qu'il y a entre l'immanence et la transitivité. Lorsque Spinoza dit que Dieu est cause du monde, par exemple, hein, mais il dit bien Dieu est cause immanente et non transitive. Ah, il n'est pas cause comme toutes les autres causes qu'il y a dans la nature, où il y a d'abord le réchauffement et après la dilatation du métal, où il y a d'abord l'évaporation, n'est-ce pas, des océans par la chaleur du soleil, puis la retombée en pluie quand cette eau arrivant assez haut, n'est-ce pas, pour se condenser à cause de la baisse de température, retombe en pluie. Là, il y a toujours une temporalité et une relation que les mathématiciens, je vous ai parlé de la relation d'équivalence, qui contient beaucoup d'autres relations. Je dis que l'égalité en est la forme emblématique, mais le parallélisme en est une aussi, n'est-ce pas? On peut dire que si la droite D1 est parallèle à la droite D2 et la droite D2 parallèle à la droite D3, alors D1 est parallèle à D3. C'est exactement comme si A égale B et B égale C, alors A égale C. Ça s'appelle la transitivité. Vous voyez? Or, qu'étions-nous en train de dire? Que il y a une temporalité dans la causalité, avec une antériorité de la cause sur l'effet. Et cette temporalité, comme tout ce qui concerne l'ordre du temps, je viens de lâcher le mot, nous ramène à la relation d'ordre. Il y a deux relations fondamentales en la mathématique, il y en a d'autres, mais il y a ces deux-là qui contiennent pratiquement presque toutes les autres, n'est-ce pas? La relation d'équivalence, égalité, parallélisme, similitude, ce que vous voulez. La relation d'équivalence et la relation d'ordre. Au sens large, au sens où je peux dire A est plus grand ou égal à. Vous voyez? Donc là, ce n'est pas tout à fait avant, après, ça peut être juste en même temps, pendant. Et puis il y a la relation d'ordre au sens strict, où il ne peut pas y avoir deux moments simultanés. Chaque instant, n'est-ce pas, suppose l'annulation du précédent. Comme dit Wagner, j'aime bien mon lapsus, je vais dire Wagner, comme dit Hegel, dans le premier chapitre de la phénoménologie, dans la certitude sensible, qui va bientôt s'écrouler d'ailleurs, et en partie à cause de ce que nous allons citer. Lorsqu'on arrive au maintenant, hein, que toute chose singulière se présente à nous comme ceci, ici, maintenant. Pas ceci, cette tablette où je vois l'écran, notre réunion, ceci, ici, là, euh, en Val-de-Marne, à Cachan, je vous dis pas ce numéro, et maintenant, à telle heure, ah là, elle est déjà passée, elle est déjà passée. Je vous cite la phrase de Hegel, et nous voyons que le maintenant est justement ceci, de n'être déjà plus quand il est.
Et nous voyons que le maintenant est justement, c'est-à-dire quand on en parle vraiment avec justesse, eh ben, quand on en parle pour le nommer, pour le saisir, comme je fixe ici, là, voilà, je peux fixer avec un clou. Mais le maintenant, non, parce qu'il est déjà passé. Et pour l'ici, on peut voir qu'un petit peu l'équivalent, parce que ce qu'on vise, c'est le point qui n'est pas. Mais enfin, c'est une autre négativité. Voilà, j'ai l'air d'être un peu abstrait. Je fais exprès pour rappeler que, pour bien délimiter ces deux domaines, il y a la cause et l'effet qui définissent une logique transitive. Je résume. D'abord la cause et après on se transporte. Trans veut dire au-delà, si, en latin. Si vous voulez traduire en grec, c'est méta. Et donc, vous en savez des choses, vous le saviez, vous connaissez ces mots-là. Vous savez ce que c'est qu'un métabolisme, n'est-ce pas? Et oui, vous savez, c'est qu'une transaction. Pas, ça passe à l'autre, n'est-ce pas? C'est qu'un transport. Que ce soit un transport de sang, comme on disait au grand siècle, ou un transport nerveux, ou un transport en commun, ou un transport privé. Euh, Lorsqu'on est complètement transporté ailleurs, alors à ce moment-là, c'est carrément pas trans, mais la trans, n'est-ce pas? Et croyez un vieil Africain, ça peut être furieusement réel chez certains peuples. Donc, euh, ça, c'est l'ordre du temps. Alors que Dieu n'est pas cause transitive, ça veut dire, il ne dit pas que la lumière soit et la lumière fut. Non, c'est dans l'éternité que Dieu crée la lumière, l'ombre, l'obscurité, la terre, les hommes, hors temps. Et attention, l'éternité, ce n'est pas l'immortalité, ça ne veut pas dire une durée temporelle, mais qui dure indéfiniment sans jamais s'arrêter. Ça, c'est les dieux grecs. Mais ça, c'est l'immortalité. Ce n'est pas l'éternité. L'éternité, c'est vraiment hors temps. Dieu est cause immanente. Alors, je vais vous donner un petit exemple. Je rêve. Pas n'importe où, je rêve en camping. Je vous fais une confession, j'ai découvert le camping tard, je m'en repens parce que je n'ai jamais si bien dormi que sur la guitoune, n'est-ce pas? Mais il arrive quelquefois qu'il y ait un petit caillou, surtout quand on fait un peu de camping sauvage, dans le dos, n'est-ce pas? Alors supposons 3 rêveurs, n'est-ce pas? Dans la même guitoune ou dans 3 guitounes différentes, ça n'a aucune importance pour l'exemple. Chacun, par contre, a un petit caillou à peu près au même endroit, mettons entre les 2 épaules, quelque chose qui est un peu désagréable. L'un rêve qu'il est mordu là par un chien, je dis comme ça, c'est peut-être autre chose. Hein. La preuve que c'est autre chose, c'est que le second rêve que son rival lui donne un coup de poignard dans le dos. Et là aussi, je dis n'importe quoi, mais pas tout à fait n'importe quoi. Vous commencez à deviner l'analogone entre ces 3 exemples. Et le troisième, n'est-ce pas, rêve qu'il a eu une rechute dans les crises de rhumatisme dont il pensait être guéri, par exemple. N'est-ce pas? Autrement dit, chacun va chercher une cause extérieure. Chacun cherche la cause dans son rêve, n'est-ce pas? Dans son rêve, il y a un chien qui m'a mordu, il voit un chien qui était d'abord là et qui maintenant me mord, n'est-ce pas? Alors que la vraie cause, elle est extérieure au rêve, extérieure au temps, extérieure à l'espace. Elle est immanente, simultanée à l'effet. Ça, c'est la cause immanente et non pas transitive. Je sais que c'est un peu abstrait, c'est pourquoi je vous donne un deuxième exemple. Un deuxième exemple qui ne se rapporte plus à la cause et à l'effet, mais au rapport du tout au parti. N'est-ce pas? Le tout inclut les parties dans l'espace. Une maison inclut les pièces qui la composent, n'est-ce pas? Et toutes ces parties, les briques en sont des parties, les briques sont des parties de ce tout qui est le mur est une partie pour ce tout qui est la pièce, et la maison est ce tout pour ces parties qui sont les pièces, par exemple. Mais ça, c'est valable que pour les totalités mécaniques. La totalité mécanique la plus typique, c'est le tas de cailloux. Vous enlevez un caillou, ça reste un tas de cailloux. Je vous enlève le cervelet, il ne reste plus rien de vous. Que la dépouille, comme on disait au siècle classique, au pluriel.
Euh, c'est pas un hasard si je suis passé au cervelet, c'est qu'on est passé du tout mécanique au tout organique. Pensez à une plante. Là, non seulement les parties ne sont pas incluses dans le tout, mais le tout peut être inclus dans la partie. Pensez à l'animal, pensez à Buffon le premier. Buffon, 18e siècle, qui avait ce beau domaine près de Tonnerre, en Bourgogne, dans la Bourgogne septentrionale, et qui le premier pas, a montré qu'avec une partie, un organe, on pouvait reconstituer tout l'animal, ce qui va être ensuite élémentaire dans la paléontologie, qui arrive maintenant à des résultats d'une rigueur époustouflante. Il suffit des fois d'une demi-molaire, et on vous reconstitue le chaînon qui manquait entre le brontosaure et le diplodocus, qui est un peu n'importe quoi. Mais comment c'est possible? Ah ben, c'est bien simple. Tenez, si la dent est extrêmement pointue, c'est que c'est une canine. Si elle est pointue, c'est que c'était un carnivore, c'est pour déchirer la viande. Si au contraire, ce sont des grosses plaques comme des meules, n'est-ce pas, des grosses molaires, ben c'est un herbivore. Donc, s'il est un herbivore ou un carnivore, il n'a pas l'estomac fait de la même façon, car pour digérer, n'est-ce pas, les feuilles ou les épines, je pense aux girafes qui avalent des épines à peu près comme j'avale mon café au lait, et digérer de l'herbe tendre, c'est pas les mêmes, ou de la viande de gazelle, c'est pas tout à fait le même estomac qu'il faut. Vous avez tous fait à l'école primaire l'estomac de la vache qui se compose de tas de parties d'estomac, presque un estomac pluriel, si je puis dire. Bon, dont le principal est la panse, n'est-ce pas? Que par métonymie, maintenant, pour dire le ventre, on dit la panse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les parties d'un organisme vivant, c'est la différence avec le tas de cailloux, conspirent. C'est un terme très leibnizien, conspirent entre elles. C'est qu'il y a quelque chose qui circule dans les parties. C'est ça l'immanence. Vous voyez? Quelque chose qui conspire, mais qui n'est pas de l'ordre de la visibilité. Je veux dire, le lien n'est pas seulement visuel. Il n'y a aucun rapport entre la forme d'une dent et la forme d'un estomac. Mais l'une fonctionnant pour l'autre, puisque les dents préparent le travail pour l'estomac, prédigèrent, si vous voulez, le bol alimentaire avant qu'il passe dans l'estomac, il y a une identité de quoi? De fonction, de finalité. Allez, le gros mot est lâché. N'est-ce pas? Alors, si on veut rester non pas matérialiste, car ça, je ne quitte jamais le matérialisme, mais matérialiste mécaniste, réducteur, positiviste, voire beaucoup plus régressif encore, néo-positiviste, parce que le positivisme était un progrès sur certains points, ce qui n'est pas le cas du néo-positivisme. Je rappellerai ici que l'entropie fait que les êtres vivants finissent par mourir. D'accord? Donc les causes proprement mécaniques finissent par l'emporter. Mécanique au sens très large, hein. Biochimique. Les causes qui font complètement abstraction de toute finalité, de tout sujet. Par contre, pendant la période de croissance ou d'évolution simplement de l'individu, il y a ce qu'on appelle la négantropie, c'est-à-dire une entropie négative, où il y a un renforcement de l'ordre. Voilà, hein, je passe un peu rapidement sur ces notions pour vous montrer quoi? Pour illustrer la différence entre ce qui est à l'œuvre dans les sciences dures, je reviens, et surtout les sciences de la nature. On devine qu'à chaque fois la mathématique est à part. Et à savoir le couple cause-effet avec le déterminisme implacable, qu'il soit mécanique ou statistique, qu'il entraîne. Bref, la négation totale de la liberté. Là où il y a ce déterminisme-là, celui qui est à l'œuvre dans les choses purement naturelles, n'est-ce pas? Il n'y a aucune liberté. Et le couple sens-signe vers lequel s'efforcent les êtres qui émergent dans l'ordre des sciences dites de l'histoire, ou des diverses disciplines qui forment la science historique. Je commence à être un peu plus clair, j'espère. Alors, quand je reviens maintenant à Freya avec les géants, je sais que ça vous a plu, n'est-ce pas? C'est
la pauvre Freya, habillée comme, non pas comme une vampe, hein, les filles du Rhin sont mises en scène comme des vampes et effectivement, elles font un numéro de vampe au pauvre Albéric, hein. On comprend qu'il décide de renoncer à l'amour. J'espère que vous avez tous regardé au moins cette première scène. Je vous ai donné 4 à 5 mises en scène différentes de cette première scène, exprès, pas pour qu'il en reste vraiment le quotient invariant à chaque fois. Le quotient invariant, c'est que ça commence par de la libido. Le premier personnage qui surgit en dehors des figurins, c'est Albéric qui dit carrément: «Si vous veniez un peu plus près de moi, j'aimerais bien vous enlacer, votre corps svelte» et cetera. Il y a pas de quoi fouetter un chat après tout, hein. Sauf qu'il drague mal, n'est-ce pas? Il fait mal sa cour, il délabyrinthe pas ses sentiments, comme on dit dans Cyrano de Bergerac, n'est-ce pas? Vous savez, à Christian de Neuvillette qui dit: «Je vous aime», à Roxane qui est une précieuse qui s'attendait à une déclaration un peu plus élaborée. Oui, c'est ça, parlez-moi d'amour. Eh ben, je t'adore. Oui, délabyrinthez vos sentiments et lorsque Freya arrive et quelle accumulation de l'or, l'accumulation du capital. Wagner et Marx sont morts la même année. J'ai jamais dit que Wagner était marxiste et encore moins que Marx était wagnérien. C'est pas Marx devait être au courant de certaines idées hyper réactionnaires de Wagner, à côté d'autres très progressistes. Mais il ne devait pas connaître les textes de Wagner sur la Révolution. Mais peu importe, c'est un autre dossier qu'on aura le temps de traiter en d'autres lieux, mais d'autres moments de l'approche du ring, où on ne peut plus cacher le soleil avec son doigt. Et lorsque Freya arrive, les géants, et là j'en profite pour vous récapituler tout, n'est-ce pas? Pendant que cette scène se déroule dans les profondeurs du Rhin, là-haut, dans les hauteurs, chez les dieux, rendez-vous avec les géants. Hein, je vous rappelle qu'il y a 3 étages dans tout ça, hein. Il y a le sous-sol, enfin il y a 3 niveaux. Il y a le sous-sol, le Nibelheim, enfin, la forge, là où se produit, où s'extorque la plus-value, et où se forge l'anneau, le casque. Et à la surface de la Terre, sur le dos, dit Wagner, sur le dos de la Terre errent les géants. Donc vous avez vu qu'ils ne sont pas commodes, hein. Vous avez vu que Wotan, le roi des dieux, ben, il n'emmène pas large, hein, quand ils apparaissent, hein. Et sur les hauteurs, les dieux, bien sûr, dans les hauteurs et dans l'apesanteur lumineuse. Je pense à un poème de Hölderlin, Ihr wandelt droben im Licht, vous cheminez là-haut dans la lumière, ô génie bienheureux. Et les doigts de la musicienne vous effleurent, pardon, et les souffles divins des brises vous effleurent comme les doigts de la musicienne, la lyre sacrée. Ouais, c'est pas très pesant tout ça, alors que quand les géants arrivent, ils dégagent des tonnes. La pauvre Freya, vous avez vu, elle qui est frêle, enfin frêle, encore une fois, elle est bien en chair, mais elle est gracieuse, c'est ce que j'avais dit. Or, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Les géants demandent qu'on entasse l'or devant Freya, vous avez remarqué. Pourquoi? Parce que je vous rappelle le pacte qui avait été conclu entre les dieux et les géants. Les dieux demandent aux géants, Wotan en particulier, vous me fabriquez le palais des dieux pour qu'on soit enfin en sécurité, les classes dominantes, et contre toute c'est-à-dire en dessous, subversion, tout grattage par en dessous. Et en échange, on vous donnera Freya, la déesse de la beauté. Alors, bien sûr, ils ne sont pas fait garde fois. Vous voyez, c'est rusto, c'est costaud. Ça amène un peu de chaleur humaine et même surtout féminine, n'est-ce pas? Une Freya parmi ces brutes, quand même, n'est-ce pas? Quand on revient un peu du labeur, d'avoir construit bloc sur bloc, c'est dans l'Ordurin tout ça, hein, bloc sur bloc avec les mains calleuses, et qu'on revient et que Freya vous a préparé un petit repas, là, un petit goûter, une gâterie. Et voilà qu'au dernier moment, hein, Wotan se déjuge et dit non, mais je disais ça comme ça, au moment où ils amènent Freya, vous l'avez vu, là, enchaînée, parce qu'ils attendent le salaire pour la libérer. Et le salaire, c'est Freya en leur possession, n'est-ce pas? Alors pour l'instant, ils la possèdent pas, ils l'ont pris juste comme otage parce que les dieux se sont déjugés, enfin Wotan surtout.
parce que sa femme lui a fait une scène, je ne veux pas tout recommencer, n'est-ce pas? C'est ma sœur, tu as promis ça, vous êtes bien tous pareils, les hommes, enfin oui, tout ça est très actuel. Vous êtes pareils, elle a raison, hein. Je vous ai déjà dit la dernière fois et je le répète, les 2 principaux défauts des mecs, et je m'y inclus, c'est la veulerie et la lâcheté. La veulerie parce que ce qu'on veut, on le veut tout de suite, au détriment de choses peut-être plus importantes des fois. Et quand elle l'a acheté, ben, on remet toujours à plus tard, ce qui est un peu désagréable au dernier moment. Voilà, ben, c'est ce que fait Wotan. C'est pas, je m'en sortirai, je m'en sortirai. Ben, sa femme ne laisse pas s'en sortir comme ça, tu vas pas donner ma sœur. Voilà, c'est brut, il n'y en a pas question. Bon, euh, et donc, la tension monte, vous vous rappelez. Finalement, heureusement que Log, je vais vite, le dieu du feu, le rusé, le conseiller des dieux, le Hermès allemand, le Mercure, comme vous voulez, germanique plutôt, parce que ça vient pas d'Allemagne, ça vient pas, de Scandinavie, tout ça, et les livres, et les vieux récits en vieux norrois, comme on dit pour cette vieille écriture, cette vieille langue scandinave, les plus anciens sont en Islande, n'est-ce pas? Ont été conservés dans les monastères islandais, les Sagas. Les Eddas, pardon, les sagas, c'est en Scandinavie, et en Islande, c'est les Eddas, que Wagner avait dévoré. Analyse structurale des mythes, il n'a pas improvisé. Je reviens à Laure et à Freya, pour rester structural, commencer à deviner ce qui est en train de se mettre au point. Le dieu du feu arrive, qui circule un peu partout dans l'univers. Le feu, c'est mobile, hein, c'est pour ça que Héraclite, qui disait que tous ses coulants faisaient pour lui, n'est-ce pas, l'élément le plus divin, alors que pour Thalès, c'était l'eau, etc. Bon, ou l'air pour Anaximandre ou Anaximandre. Donc, il arrive, et Wotan lui dit, tire-moi de là, tu es mon consultant, comment, je ne peux pas m'en sortir là. Et Log commence à par jouer à l'idiot, lui qui est le plus malin. Il dit, mais que tu as promis l'essence même de la beauté et de l'amour. Qui va accepter autre chose que ça? Qu'est-ce que tu veux trouver de mieux dans l'univers que la beauté et l'amour? Il n'y a rien, n'est-ce pas? Et puis il devient sérieux. Il n'y en a qu'un qui a préféré l'or à l'amour. Et là, on revient à la première scène à Albéric avec les filles du Rhin, vous vous rappelez? Il se fait envoyer sur les roses 2, 3 fois, chacune des 3 tours de rôle le vamp, puis, n'est-ce pas, l'envoie sur les roses d'une manière brutale, infamante. Hein, ben, il vient des bas-fonds, il vient des classes inférieures, il n'est pas très séduisant. On est dans la société traditionnelle. Vaut mieux le prince charmant pour une bergère, n'est-ce pas, que le rustaud avec qui son père veut la marier, ou sa mère, ou les deux. Donc, il n'avait rien à perdre en renonçant à l'amour, c'est le seul être qui a osé faire ça, et du coup, c'est la condition pour qu'il s'empare de l'or. Je vous demande, et là on arrive au cœur de la structure, de ne pas l'oublier, on va la voir se confirmer après, ça veut dire plus concret, mais là on est au cœur, on n'a pas encore l'arbre dans toute la plénitude de ses feuilles, de ses rameaux, mais on a la graine de la structure, là, à savoir l'incompatibilité de l'or et de l'amour, exclusion réciproque, ou bien tu prends l'or, ou bien tu prends l'amour. Tous ceux qui vont essayer d'avoir les deux, ça va mal se terminer. La malédiction de l'anneau est déjà contenue dans cette incompatibilité. Donc, je reviens à Log qui tire les dieux d'embarras et qui leur dit, je résume ce qu'on a vu la dernière fois quand même, hein, on prend son temps. Il n'y en a qu'un, et bien sûr l'un des deux géants, Fafner, celui qui plus tard se transformera en dragon, dans les vieilles mythologies scandinaves, on l'appelle Tafnir, c'est le même, Fafner, en dragon, ça le tente l'or. Alors que celui qui est sentimental, là, l'autre Fasolt, le deuxième géant, lui, il est plus tendre. C'est lui qui fait cette grande revendication salariale à Wotan dont je vous ai lu de larges extraits la dernière fois, qui dit que pendant que vous vous vautrez là-haut dans l'oisiveté, dans la lumière et dans la légèreté, nous marnions pour vous, nous remuions des blocs et nous pensions au moins avoir comme salaire un peu du charme de Freya, et voilà que tout d'un coup, vous vous déjugez. Pas vous rompez le contrat, c'est grave. Hein. Et donc,
Marché conclu, les dieux descendent chercher l'or. Et la scène que vous avez vue où ils entassent l'or, ben, les dieux viennent de revenir du Nibelheim où ils ont fait quelque chose de terrible. Ils ont volé l'or aux nains qui avaient renoncé à l'amour pour l'avoir. On peut penser ce qu'on veut d'Albéric. On dit que c'est le personnage négatif. Dans la logique, non. Dans la logique, il est réglo, disons. Il est peut-être pas séduisant, tout ce que vous voulez, il est brutal, il est exploiteur, mais il est logique. À savoir, pour obtenir l'or, j'ai renoncé à l'amour. Je vous rappelle, puisqu'on est dans la structure, qu'il a dit dans le texte de Wagner, avec, pour avoir l'or, j'ai renoncé à l'amour, mais avec l'or, je pourrais au moins m'acheter le plaisir, ça pourra servir pour structurer les sciences dites de l'histoire et les rapports entre praxis et psyché, entre les mains calleuses et le charme de l'amour. Donc, pourquoi ils entassent l'or devant Freya? Parce que le géant sentimental, Fasolt, le second, dit, moi, pour que je la laisse, vraiment, pour que je la libère, pour que je vous la laisse, il ne faut plus que je la voie. Tant que je la vois, je suis sous le charme et je ne peux pas la laisser tomber, je peux pas la lâcher. Donc, c'est pour ça que vous avez vu, ils entassent l'or. Pendant qu'on entasse l'or, pour ceux qui auront eu la très très bonne idée de revoir ça, je vous le conseille, pour ceux qui ont un petit peu d'expérience musicale classique. Une fois que je me sers des images, des films, parce que c'est plus concret pour un premier contact, mais si vous pouvez écouter les versions audio qui sont 1000 fois meilleures musicalement que toutes les versions mises en scène disponibles sur, en ligne, sur le streaming. Je dis ça parce qu'il n'y a pas si longtemps qu'on filme, n'est-ce pas, d'une manière extensive, dans de bonnes conditions, avec un bon son, une bonne image, il n'y a pas si longtemps. Or, les plus grandes interprétations de la musique classique en général et de Wagner en particulier sont, pas toujours, mais souvent antérieures à cette technologie. Voilà. Et en plus, en tout cas, l'audio, quand vous découvrez l'œuvre, il vaut mieux ne pas être trop distrait par l'image et par l'action, et plutôt être attentif à l'action qu'exprime le drame musical, n'est-ce pas? Où rien de ce qui concerne l'action n'est absent. Pourquoi je fais ce petit détour? Pour vous dire que pendant qu'on entasse l'or, pour ceux qui voudront bien repasser ce passage, on entend plusieurs leitmotifs simultanément. Premièrement, celui de l'accumulation de l'or. Bon, je ne m'attarde pas, ça tombe sous le sens, c'est presque descriptif. Deuxièmement, on entend la servitude. La servitude, car le nain qui a asservi les autres nains est lui-même asservi par les dieux et ligoté, n'est-ce pas? Pour qu'on lui arrache l'or et même l'anneau. Et oui, les dieux lui ont pris tout son or, que les géants sont en train d'entasser, mais Wotan a gardé l'anneau à son doigt. Ça, il ne veut pas lâcher depuis qu'il a su que celui qui a l'anneau a la puissance sur le monde, depuis que le Seigneur des Anneaux a la maîtrise du monde. Ce n'est plus à vous qu'il faut que j'en réponde, madame, ce n'est plus votre fils, c'est le maître du monde, dit Burrus à Agrippine dans Bérénice. Donc, Wotan a gardé l'anneau. Pourquoi je dis tous ces détails? Pour vous faire comprendre un passage qui dure quelques secondes, sublime. Regardez bien, repassez le passage du dessin animé, ça me suffit. Il est très bien fait, ce dessin animé. Ils entassent l'or. Et Fasolt fait le tour de Freya. Ben, les dieux ne sont pas à l'aise, hein. C'est honteux comme marché. Ça fait un peu vraiment proxénétisme, hein, ce mélange de la déesse de la beauté couverte d'or. Bon. Et Wagner sait de quoi il parle dans son siècle et dans bien d'autres, mais en particulier dans son siècle. Donc, Fasolt fait le tour de Freya. Elle a l'air cachée. Et tout d'un coup, il voit qu'il reste un petit interstice. Elle n'est pas entièrement cachée. Et par cet interstice, on voit les yeux. Rappelez-vous le passage où Freya colle son œil à un petit trou dans l'or. Et on entend un thème, un autre leitmotiv qu'on n'avait pas entendu jusque-là, qui est le thème de Freya avec le charme de l'amour, qui vient tellement en contraste avec tous les thèmes brutaux de l'exploitation, de la servitude, de l'accumulation, de la forge, du travail à la chaîne. J'ai fait ce long développement pour vous rappeler que j'avais demandé à ce qu'on révise un petit peu. Or, pour ceux qui sont un petit peu attentifs
aux leçons passées, au sens très, très extensif, hein, aux ateliers depuis les années passées, se rappelle que j'avais fait tout un cycle sur nature et paysage. C'est pas, on parle beaucoup de beauté du paysage, il n'y a pas que la beauté des hommes, des femmes, des enfants, il n'y a pas que la beauté de l'éros, il y a la beauté du paysage. Même si quelquefois les deux peuvent échanger leurs fonctions. Je dis ça parce que j'ai remarqué que les photographes, n'est-ce pas, il y a, il y a un cadre de Hachette qui avait cru me faire plaisir en m'envoyant un casting fait dans le désert, n'est-ce pas, parce que j'étais au Niger à ce moment-là, grand pays où le Sahara occupe une grande partie. Et bref, il y avait des mannequins en train d'être photographiés sur les dunes à 2 tiers nus, n'est-ce pas. Et je me suis aperçu que ça revenait souvent, le thème des dunes et du désert, dans le casting de mode. Et je me suis aperçu, du coup, en y réfléchissant, que dune, c'est nude à l'envers. Mais là, j'anticipe sur ce que c'est que l'ordre symbolique et les logiques à l'œuvre dans les sciences de l'histoire. D'accord? Parce que du point de vue géologique, la dune n'a rien à voir avec les roses. Croyez-moi que vous avez d'autres choses à penser quand vous êtes sans eau parmi les dunes, hein, qu'à la bagatelle. Mais dune, nude, n'est-ce pas? La forme des dunes, les ailes d'une voiture, c'est pas une voiture bien faite, le galbe. Allez, arrêtons-nous là. Donc, qu'est-ce qu'il voit passer à travers l'interstice? Non pas la poitrine de Freya, non pas tout ce que les fils du Rhin montraient et exhibaient au pauvre Albériche, n'est-ce pas? Parce qu'il n'y a exhibitionniste que là où il y a voyeur, vous savez bien. Non, c'est son regard. Sein Blick, comme il dit. Son regard. Et immédiatement, il retient Freya. Il ne peut plus la lâcher. On entend ce thème fabuleux, et c'est là que la fatalité s'accomplit. Fafner, l'autre, celui qui préfère l'or à l'amour, va dire il y a un anneau au doigt de Wotan, c'est ça qui manque pour le tas d'or là. Bien sûr, Wotan va refuser de donner l'anneau, auquel il tient beaucoup, et fort heureusement pour lui, n'est-ce pas, la terre s'entrouvre à ce moment-là. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont regardé l'Or du Rhin jusqu'à la fin. Je vous ai donné le lien de la mise en scène Boulez-Chéreau. Vous l'avez tout entier, l'Or du Rhin. Surtout qu'il n'y a pas de tombée de rideau. C'est tout d'une seule traite. Ça dure un peu plus d'une heure. Donc, la Terre s'en trouve et surgit de la Terre. Et ben, la Terre elle-même, Earth en anglais, Erda en allemand, qui est l'origine de Earth, n'est-ce pas, déité étant commutant, n'est-ce pas. Donc, Erda surgit, c'est la déesse de la terre, et tout ce qui est tellurique, c'est les prophéties, vous savez, comme la Pythie en Grèce, qui est à l'intérieur d'une caverne. Et donc, Erda, la vieille divinité de la terre qui en a vu des choses, et puis que la terre existe, dit à Wotan, lâche l'anneau, laisse tomber. Je vois un sombre avenir pour les dieux. Donc, dès l'Or du Rhin, on voit une menace sur la race des dieux, pour parler comme dans la langue du ring, n'est-ce pas? On voit une menace. Jette, ne garde pas l'anneau. Il y a un moment de suspens, tous les dieux regardent, surtout Freya, pas qu'ils se demandent de quoi elle dépend, n'est-ce pas? Finalement, Wotan enlève son anneau et le jette aux géants. Les deux géants s'en vont avec leur sac. Freya, épanouie, ivre de joie, saute dans les bras de sa sœur, de Fricka. Elle est enfin délivrée. Les dieux recommencent à respirer, car Freya, que les géants avaient pris en otage tant que l'or n'était pas fourni dans sa totalité, Freya avait pour fonction dans le Valhall, l'Olympe germanique, de cultiver les pommes d'or qui assurent aux dieux, lorsqu'ils les mangent, la jeunesse éternelle. Vous voyez, l'éros, l'amour, la jeunesse. S'il n'y a pas une logique dans tout ça. Et donc les dieux revivent, tout se passe très bien, les deux géants s'en vont, sauf que, vous avez tous vu des westerns, le bon, la brute et le truand, hein, où les voyous qui ont fait le sac de la banque se disputent pour le trésor. C'est structural, ça. Partout où il y a trésor, il y a dispute de ceux qui l'ont trouvé. C'est pas quand ils sont plusieurs à l'avoir trouvé. Il y en a toujours un seul qui sait où il est et qui le cache,
qui peut-être n'en jouira jamais, et puis il y en a plusieurs qui le retrouvent après, n'est-ce pas? Et c'est là qu'il y a des règlements de compte, n'est-ce pas? Pour être le seul à avoir le trésor. Et comme euh, très vite le ton monte, et Fafner abat son frère, celui qui était sentimental et qui était bouleversé par ce qui restait du regard de Freya à travers l'or. Fafner abat son frère devant les dieux, terrifiés, et surtout Wotan qui commence à comprendre que le ring commence. L'anneau du Nibelung, ça commence. Que la malédiction que le nain a prononcée pour se venger, qu'on lui ait volé son or et pris l'anneau de son doigt, l'arrachant. C'est un passage terrible musicalement, l'arrachant alors qu'il avait renoncé à l'amour pour l'avoir. Maintenant, il n'a ni l'or, ni l'amour. Donc, une malédiction qu'il a prononcée sur tous ceux qui auront été en contact avec l'anneau, qui le garderont, qui accorderont de l'importance. Et là, pour la première fois, la prophétie se réalise, première victime. Mais écoutez, j'allais vous dire la suite au prochain numéro, mais je voulais vous montrer ce qu'avait de structural quoi. Et je terminerai là-dessus avant de vous passer la parole s'il y a des questions ou des commentaires. C'est que dans mon cycle sur la nature et le paysage, où j'avais parlé de la beauté dite naturelle, vous savez, dans l'esthétique, il y a la beauté des œuvres d'art et puis il y a la beauté naturelle, un beau pays, une belle forêt, un beau lever de soleil, un beau coucher de soleil sur la mer, un beau lever de soleil sur la campagne. J'avais répondu à une question, à des questions très intéressantes. Une fille qui s'appelait Camille, je crois, dans le public. Ah, c'était à Goscinny encore, il y a many and many years ago, comme dit un poème d'Edgar Poe, il y a de cela bien des années avant le confinement. Ça nous semble presque préhistorique. Dilatation du temps dans toutes ces histoires actuelles. Donc, elle m'avait posé la question, je ne vois pas très bien le rapport entre l'amour et la liberté. Car j'avais dit, il y a un critère de beauté. Là oui, j'avais osé. Contre le relativisme ambiant, c'est le capitalisme veut qu'on soit tout enfermé dans nos bulles respectives, n'est-ce pas? Et préférera toujours, non pas le scepticisme au dogmatisme, dans ce que là je suis d'accord avec lui, le scepticisme, quoi qu'on en pense et quelques limites qu'il puisse y avoir, est toujours un progrès par rapport au dogmatisme. Enfin, si on peut renvoyer les deux dos à dos et arriver au savoir, à la science, c'est le même mot en latin, n'est-ce pas? Scire, je sais, savoir, c'est encore mieux. Or, je vais donner quelques exemples pour faire comprendre le lien entre amour et liberté. Et je le résume comme ceci avant qu'on se quitte. Si l'amour nous concerne à ce point dans toutes les cultures, toutes les civilisations sous des formes différentes, selon des protocoles différents, pas pour les mêmes objets, pas sur les mêmes critères visuels, on s'en fout, peu importe. Mais si l'amour, c'est pas le rapport, non pas seulement de l'homme à la femme, mais de l'aimant à l'aimer, c'est pas avec un et ou et n'a aucune importance ici. S'il nous bouleverse à ce point, c'est pas que c'est le plus important. Je sais bien que je vais scandaliser beaucoup de mes auditrices. Je fais un peu le sexiste en disant c'est les femmes qui accordent beaucoup d'importance à l'amour. Bah, écoutez, mesurez, hein, on est dans les sciences humaines. Hein. Faites une enquête statistique. Chez les femmes, il y a toujours, pas, bah, de toute façon, rien n'est plus important que l'amour. Bah, c'est pas un défaut de dire ça. C'est généreux quand même. Sauf que, je précise, l'amour n'est pas tout à fait ce qui est le plus important. Mais s'il nous concerne à ce point, j'ai laissé ma proposition hypothétique en suspens exprès, maintenant je dis la principale, c'est parce qu'il ressemble comme rien d'autre dans l'univers à ce qui est le plus important, qui est la liberté. Mais il lui ressemble. Et j'avais donné ces exemples-là, n'est-ce pas? Je vois une jeune fille qui marche, je prends une jeune fille, parce que c'est plus simple à comprendre dans notre culture, mais on peut prendre un jeune garçon, pourvu qu'il soit mignon, comme disent les filles, svelte, n'est-ce pas? Intelligent, ça veut dire aussi pas relou, c'est relou, ça veut dire lourd, non? Je crois en verlan. Alors,
La métaphore compte. Vous voyez, on est dans l'ordre immanent, on n'est pas dans la transitivité. On peut ne pas être lourd en kilos et être lourd en expression verbale, en pensée, en mode d'expression, en rapidité, ou plutôt en lenteur réactive, etc. N'est-ce pas? Donc celui qui est à la fois beau, svelte, regard, intelligent au sens où ça se dit dans la jeunesse aujourd'hui. Je vous ai dit que c'était pas une valeur érotique autrefois, ça l'est devenu. En une génération, avant, ça voulait dire un peu cérébral, un peu abstrait, un peu dans les raisonnements. C'est pas très fun. Maintenant, au contraire, c'est celui qui comprend quoi, sans doute mes désirs. Bon, alors, euh, ça ne veut pas dire que cet individu est plus libre parce qu'il fait 50 kilos, n'est-ce pas, qu'une créature qui en fait 120. Ce serait monstrueux de penser ça. Et ça l'est. Mais ça ressemble. Et c'est là que vous voyez l'analogone. Parce que la surface, la beauté qui ne joue que sur les surfaces, que sur l'apparence, shine. En allemand, shine, c'est l'apparence. Schön, c'est beau. Erscheinung, le phénomène. On en voit des choses. Hein. Et shine en anglais, c'est briller. Et comme vous savez, tout ce qui brille n'est pas or. Revenons à l'or du Rhin, qui nous a fait comprendre tout ça. Donc, si cette apparence de beauté nous concerne à ce point, nous donne ce choc proprement érotique, si vous voulez, au sens très extensif, hein, qui reste platonique ou qui passe à l'acte, n'a aucune importance ici. S'il déclenche ce processus, c'est parce qu'il rappelle quoi? Ben, quelqu'un qui est léger est moins soumis à la loi de la pesanteur que quelqu'un qui est lourd. C'est aussi simple que ça. Ce n'est pas les choses les plus complexes qui sont les plus difficiles à comprendre. Ne mélangez pas le complexe et le difficile, et le simple et le facile. Vous savez, ceux qui disent tout le temps le complexe, c'est plus compliqué que ça, c'est plus compliqué que ça. Ça prouve à quel point ils sont anti-scientifiques. Alors qu'un immense épistémologue comme Bachelard disait, le propre de la science, c'est de simplifier le réel et de compliquer la raison. Vous savez, expliquer les marées avant Newton en faisant intervenir des divinités, des machins, des vengeances, des dieux, parce qu'il pleut, c'est qu'un dieu veut nous châtier avec le déluge. C'est beaucoup plus compliqué que la petite phrase de Newton d'une ligne et demie sur la gravitation universelle pour expliquer les marées. La science simplifie le réel. Un moteur de voiture qui me paraît un labyrinthe cauchemardesque à moi qui suis un profane, c'est pas moi impersonnel. En mécanique, c'est vrai en partie. Pour un mécanicien professionnel, il ouvre, il voit tout de suite la logique de la chose. C'est pourquoi il y a ce câble-là, parce que ça va au liquide de frein, à ceci, à cela. Bon. Voilà. La science, le fait qu'on sache, simplifie. Donc ceux qui font les petits malins ou font comprendre que c'est toujours plus complexe que ce que vous dites, c'est parce que vous les avez eus sur un point. Et pour pas que ce soit coincé, ils bottent en touche en disant c'est plus compliqué que ça. Ben, amène-la ta complexité, on va voir. On va la dégonfler. N'est-ce pas? Mais par contre, c'est simple, mais c'est difficile. Pourquoi? Parce que le sujet ne veut pas savoir. Il veut que ce qui l'attire, ce qui le charme, ce qui l'envoûte est dans cette personne-là, dans cet objet-là, dans ce paysage-là. Si je lui dis, mais non, ce n'est qu'une surface où se reflète ton désir de liberté, je désubstantialise son désir. Et je deviens quelqu'un, n'est-ce pas, qu'il faut critiquer, qu'il faut fuir, qu'il faut refouler, enfin, qu'il faut combattre. Voilà. Je vais demander à Philippe si il y a eu des réactions sur... oui. Ah, mais si on a le temps, je serais ravi. Alors, je l'introduis en quelques lignes, j'ai le temps. Bon, bien, eh bien, écoutez, comme il n'y a qu'une question et très longue, que le questionneur ne se fâche pas si je renvoie à la prochaine fois, parce qu'il reste peu de temps. Or, j'ai encore un extrait à vous passer. Moi, je crois que j'ai fini de vous parler, sauf pour présenter cet extrait. Je me reporte, je vais très vite, du début du ring, donc je n'y reviens plus. Le début de l'or du Rhin, plus quelques passages de la forge.
tout ça c'est quand même le prologue de la tétralogie, du ring, de l'anneau. Je ne vais pas à la fin, le crépuscule des dieux, je veux au milieu. Vous savez que j'ai un faible pour ce moment capital de la médiation, du médium, du milieu, du moyeu pour une roue. N'est-ce pas? Or, l'or du Rhin, dans l'ordre, la Valkyrie, Siegfried, le crépuscule des dieux. Wagner a conçu les poèmes dans l'ordre inverse du temps. Il a commencé par la mort de Siegfried, je parle des textes. Par contre, pour la composition, c'est l'ordre que vous voyez maintenant. Hein, l'ordre du Rhin, ce que je viens de vous dire, la Valkyrie, Siegfried, le crépuscule des dieux, pour ce qui est de la composition musicale. Arrivé à Siegfried, au deuxième acte, nous sommes au milieu de la tétralogie en durée, parce que le crépuscule des dieux est très long. N'est-ce pas? Nous sommes au milieu de la tétralogie. Tous les drames de Wagner sont en 3 actes. Donc l'acte du milieu, c'est toujours le deuxième. C'est au milieu du deuxième acte, lorsque Siegfried est dans la forêt, j'y arrive, que Wagner a interrompu en 1857, au printemps 1857, l'année où paraissent les fleurs du mal. Des révolutions musicales apparaissent en même temps que des révolutions poétiques, n'est-ce pas? Je vous recommande l'admirable lettre à Richard Wagner de Baudelaire. Vous mettez ça simplement, lettre de Baudelaire à Wagner, sur le net, et vous allez m'en dire des nouvelles. Ça, c'est de la critique musicale. Pour quelqu'un qui dit qu'il n'y connaît pas grand-chose techniquement, c'est fabuleux. Et donc, en 1857, il interrompt sa composition. Je vais vite, parce que tout d'un coup, sa sensibilité a d'autres choses à exprimer. Il vient d'éprouver une passion dévorante, malheureuse pour une femme qui a rejoint son mari. Laissons là le drame bourgeois. Revenons à l'essentiel. Il s'embarque pour Venise, pour noyer son chagrin dans les lagunes de Venise, si je puis dire. C'est là qu'il mourra plus tard, mort à Venise. Et, et pendant 12 ans, il abandonne la composition de l'anneau. Il y a eu ce grand entracte. Le passage que sur lequel nous allons nous quitter se situe justement dans ce milieu. Or, aller une fois n'est pas coutume. C'est un des passages que je préfère et c'est le plus écologique de toute la tétralogie, peut-être même de tout Wagner. Le passage dit des oiseaux, enfin, il est connu aussi bien dans la critique musicale que dans la discographie, quand vous voulez l'avoir en extrait, pour s'appeler Les murmures de la forêt. Si vous voulez l'écouter à part en extrait, ça s'appelle, vous voyez, on est en pleine écologie. On laisse là le monde souterrain, ses brumes, la forge, l'industrie, les enclumes, le métal, le hard, n'est-ce pas, le métal hurlant, n'est-ce pas? Et l'on se retrouve dans les brises agitées des grands conifères de la grande forêt d'automne, n'est-ce pas? Enfin, la grande forêt d'automne, c'est celle qui commence à l'est de Paris et qui se prolonge jusqu'à la Sibérie, qui n'en finit jamais. La taïga. Je dis ça parce que ça joue un rôle. C'est le fond sur lequel vont se dessiner les figures, les thèmes, les leitmotifs qui vont apparaître dans la séquence que vous allez entendre. Il y a ce fond qui ne cesse de faire di-da, 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 comme ça aux cordes avec des croches. Ça, c'est les branches des arbres dans les brises tranquilles. Et par-dessus ça, vous voyez des chants d'oiseaux de tous les côtés. Voilà. Dont un particulièrement qui va jouer un rôle capital, puisque il va guider Siegfried vers la femme qui dort entourée de flammes sur le rocher. Mais je ne vous en dis pas plus pour l'instant. Je vous laisse au moment où Siegfried, pour la première fois, ce seront mes derniers mots, depuis qu'il est né, il a été élevé dans la forêt par un forgeron qui lui fait croire qu'il est son père. Ce forgeron, c'est Mime, vous le connaissez, celui qui a fabriqué le casque, qui a réussi à s'évader du Nibelheim et qui s'est mis à son compte. Freelance, électron libre, il n'est plus dans le Nibelheim, il vit tout seul dans la forêt. Il a une forge là où il essaye, mais il n'y arrive jamais de forger les débris de l'épée du père de Siegfried que Wotan a fait voler en éclats. On vous racontera l'histoire de la Valkyrie une autre fois. Je demande à toutes mes auditrices d'être présentes. Au moment où on va parler de la Valkyrie, elles ne sont pas déçues. Il n'y arrive pas, le forgeron. Et Siegfried qui le presse de questions pour lui dire c'est pas normal, qu'ils disent qu'il est son père, il s'est regardé, parce qu'il n'y a pas de miroir, on est dans les temps préhistoriques, là, on n'est pas encore arrivé à l'humanité, hein. Il y a les géants, les dieux, les nains, mais il n'y a pas encore les hommes.
au sens historique, ça viendra seulement dans le crépuscule. Il lui dit, mais tu dis que tu es mon père, mais tu ne me ressembles pas. Je ne te ressemble pas, je me suis regardé. J'ai vu que le faon ressemblait à la biche. J'ai vu que le marcassin ressemblait au sanglier. Moi, je ne te ressemble pas. N'est-ce pas? Donc il le presse, il le menace tellement que l'autre finit par lui avouer qu'il n'est pas son père, qu'il l'a trouvé comme Oedipe, livré, n'est-ce pas, aux bêtes sauvages, vagissant dans la forêt à 2 pas de l'antre du dragon, avec les débris d'une épée qu'il a recueillie, qu'il essaye en vain de forger. Et Siegfried saute de joie, il a enfin une trace de son ascendance, et bien sûr, c'est comme ça que se termine le premier acte de Siegfried, avant ce qu'on va voir. Il forge l'épée qui est l'équivalent de l'épée dans la guerre des étoiles, hein, l'épée laser, hein, l'arme magique qui intervient dans tous les récits symboliques, n'est-ce pas? Et avec cette épée, lorsqu'elle est faite, Mime l'emmène dans la forêt, tout près de l'antre du dragon, en espérant qu'il va tuer le dragon, car seul Siegfried a cette force de pouvoir tuer le dragon, devant lequel le nain, comme tout le monde, tremble de peur. Le dragon, n'oubliez pas que c'est le géant qui a tué son frère, qui s'est transformé en dragon et qui veille depuis sur l'or, comme l'oncle Picsou, là. Hein. Et il le dit, hein, je veille et je repose et je veille et je garde, hein, le trésor. Et c'est la rente, hein, lui. Et donc tout près de l'antre du dragon, puis il le laisse, et là, pour la première fois, depuis qu'il est né, Siegfried est seul, sans son père adoptif. Il vient d'apprendre que sa vraie parenté, d'accord? Il a appris que son père, on n'en sait rien. On n'a jamais vu ce qui est vrai, Mime n'a jamais vu. Il ne sait pas que c'est Wotan qui est dans l'ascendance Siegfried. Et quant à sa mère, il a seulement appris, douloureusement, qu'elle était morte en le mettant au monde. N'est-ce pas? Donc je vous laisse. Je vous dis ça parce qu'il n'y a pas les sous-titres. Je suis obligé d'être un peu détaillé. Il réfléchit à sa mère, il essaie de se la représenter, il essaie d'imaginer la biche des bois, il connaît que des animaux sauvages, lui, hein. La cabane est au cœur de la forêt, il est seul avec Mime depuis qu'il est né, n'est-ce pas? Il n'a rencontré personne d'autre. Et là, quand je vais vous laisser, il dit Meine Mutter, my mother, meine Mutter, ein Mädchen, enfin, je m'imagine comme une jolie femme. Et à ce moment-là, il s'endort. Vous voyez la rêverie de Rousseau à la fin du 8e siècle, la rêverie, l'endormissement, le schlummern. Schlafen, c'est dormir en allemand. Schlummern, c'est somnoler. La rêverie commence, le moment le plus essentiel de la vision, du passage à l'ordre symbolique, n'est-ce pas, où les images affleurent. Et à ce moment-là, commence la scène des murmures de la forêt. Je ne vous en dis pas plus. L'oiseau le réveille et immédiatement, il pense que l'oiseau lui parle de la mer. Je vous en prie, séquence, et je vous dis à la prochaine fois que je n'aurai pas le cœur de vous parler après tant de beauté, je ne pourrai dire que des bêtises.
wissen den Weg. So wird mir der Weg gewiesen, wohin du flatterst, voll nicht der Tag.